la première chose, c'est qu'est-ce que l'infarctus? Donc l'infarctus, c'est communément appelé la crise cardiaque. C'est la destruction du muscle cardiaque et en fait, c'est une situation d'extrême urgence qui nécessite une prise en charge très rapide. Donc en général, c'est d'appeler le SAMU, le 15, et d'avoir une intervention coronaire immédiate qui s'appelle une angioplastie coronaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc je vous ai mis une petite vidéo. En fait, on est dans l'artère coronaire du muscle cardiaque qui irrigue le muscle cardiaque et on a des plaques d'athérome, c'est des plaques composées de cholestérol qui vont s'éroder ou se fissurer et provoquer en fait la coagulation, ça s'appelle un caillot, un thrombus, au niveau de l'artère. Donc ça donne une thrombose de l'artère coronaire et cette thrombose va entraîner donc une anoxie, donc une perte d'oxygénation du muscle cardiaque qui va donner ensuite donc une destruction musculaire. Donc quand le muscle cardiaque, donc c'est la pompe du cœur, c'est la pompe de la vie, et les endroits qui sont concernés par cette artère qui est occluse donc, vont se détruire, et donc c'est ce qu'on appelle une destruction musculaire qui est plus ou moins grave en fonction du temps de prise en charge, elle est irréversible, hein. Le temps passé sans oxygène, c'est une destruction musculaire irréversible, donc le but de la prise en charge, c'est d'aller très vite pour réouvrir l'artère et sauver le maximum de muscles possible. Sinon, on a de la fibrose, c'est-à-dire en fait de une cicatrisation qui fait que le muscle cardiaque à cet endroit-là ne marche plus bien et va entraîner de nombreuses complications. Alors quel est l'impact en France? En France, on compte 120 000 infarctus du myocarde par an. Alors je vous ai mis les chiffres des accidents de voiture en France. Ça fait 50 000 accidents de voiture, tout compris. Donc c'est largement au-dessus. C'est 18 000 décès. Mortalité routière cette année, c'était 3 963. Et environ 10% des victimes décèdent dans l'heure qui suit. Et il y a un taux de mortalité qui reste élevé, même s'il est en décroissance grâce au progrès des thérapeutiques. Alors, quel est le responsable de cette maladie, de cet infarctus? Donc, c'est la plaque d'athérome. Plaque d'athérome, donc à gauche, vous avez une photographie, donc c'est cette coupe où on voit du gras, hein, du cholestérol. Là, c'est une coupe à napate où il y a un pool lipidique et c'est une imagerie endocoronaire quand on est dans l'artère. Donc, c'est une plaque dans le vaisseau qui va se briser. C'est un accident qui est imprévisible et qui va entraîner donc la coagulation et l'infarctus. Alors grâce à la science, on identifie des cibles thérapeutiques. Là, c'est une vidéo chez l'animal. Le vert, c'est le facteur tissulaire. Le rouge, c'est des plaquettes. Et le bleu qui va arriver, c'est les fibres de fibrine qui vont composer ce caillot qui va boucher l'artère et entraîner ensuite donc, la perte d'oxygénation. Donc ça, c'est un animal chez qui on a lésé la paroi pour créer en fait les conditions d'un infarctus, pour étudier ensuite les cibles thérapeutiques, quels sont les éléments qu'on peut inhiber pour améliorer les médicaments, la prise en charge. Donc le caillot, c'est ça, un caillot, un thrombus coronaire, on appelle ça un serial killer. On peut le voir en détail, c'est un travail qu'on avait fait avec, vous voyez ici, les fibres de fibrine, c'est des petites fibres qui entrappent le caillot, les globules rouges qu'on reconnaît facilement, des globules blancs et des plaquettes. Donc là, on a nos cibles thérapeutiques, donc on va essayer de traiter avec des antithrombotiques. Alors, qui est concerné en France? En France, donc, je vous ai dit 120 000 infarctus. Il y a pourtant 16 millions de fumeurs, 12 millions d'hypertendus, 4 millions de diabétiques, les facteurs de risque de l'infarctus. Et tout le monde n'a pas un infarctus tous les ans. Donc, c'est la difficulté de la prévention et du dépistage. Et donc, on a 120 000 infarctus, 100 000 AVC par an, 80 000 atteintes des artères périphériques. Et voilà, on a un patient qui va faire un infarctus. C'est très très difficilement prévisible. On peut catégoriser les patients en groupes à risque, mais savoir quel patient un jour en consultation va faire un infarctus le lendemain, c'est quasiment impossible. Donc les facteurs de risque sont essentiels et c'est tout le challenge de la prévention. En France, il y a un gros phénomène, c'est le tabagisme de la femme qui est en train d'augmenter et qui fait qu'on est en train d'avoir une parité prochaine sur les taux d'infarctus entre les hommes et les femmes, alors qu'initialement c'était surtout les hommes qui étaient concernés. Cholestérol et infarctus, c'est un grand débat, donc j'en dis deux mots. On a repris les 2000 derniers infarctus de la pilier salpêtrière et 80% des patients avaient des cholestérols dans le limite de la normale. Donc en fait, cette corrélation infarctus-cholestérol, elle est très complexe et donc elle ne peut pas se mesurer qu'avec la prise de sang. Donc quand on regarde des patients qui ont une maladie génétique grave, qui est une hypercholestérolémie familiale homozygote, ils ont malheureusement des problèmes d'infarctus très jeunes et la plupart du temps ils vont décéder même avant l'âge de 30 ans de problèmes coronaires. Donc il y a une corrélation claire, mais elle n'est pas simple et c'est très difficile de traiter, donc notamment cette notion de prévention avec le cholestérol.
Voilà, ce sont des événements imprévisibles, c'est tout le challenge de la prévention, c'est la roulette russe quand on avait des facteurs de risque, pour avoir, comme le tabac, tous les fumeurs n'ont pas fait un infarctus, mais c'est la roulette russe pour avoir un événement. Alors la prise en charge quand on a un infarctus, c'est quoi? C'est le SAMU, prioritaire. Les urgences, c'est un mauvais choix. Aller voir son généraliste, c'est un mauvais choix. Il faut appeler le 15. Alors ça veut dire reconnaître les signes, avoir une prévention dans les médias des signes de l'infarctus, qui est malheureusement pas fait en France, c'est fait dans d'autres pays. Et ensuite, c'est d'aller être transféré le plus rapidement possible dans une salle d'angioplastie coronaire, comme il y en a ici, une angioplastie de cardiologie interventionnelle, où on va implanter des stents qui sont minuscules, qui font quelques millimètres dans les artères coronaires, grâce à une technique qu'on dit mini-invasive, puisqu'on passe maintenant par les bras, l'artère radiale, on fait une petite piqûre sous anesthésie locale, et on injecte ensuite, on met un désilet qui va permettre de monter le matériel jusqu'au cœur et implanter les stents dans les artères coronaires. Donc c'est ce geste qu'on fait en urgence pour essayer de réouvrir l'artère rapidement, le plus rapidement possible. On se lève la nuit pour faire ça. Et dans un réseau infarctus qui est le plus organisé possible. Alors on a la chance, c'est organisé ici. Voilà, ça c'est la mise en place d'un désilet, c'est assez rapide. C'est un patient d'arrêt cardiaque. Voilà, le but donc c'est d'ouvrir l'artère au plus vite. Donc là vous avez c'est une coronarographie, donc c'est en noir et blanc, c'est moins joli que les images que je vous ai montrées. Et il y a une artère coronaire qui est bouchée, et ensuite vous voyez le petit guide en métal ici, on a implanté un stent qu'on voit à peine, mais qui permet de réouvrir les artères. C'est une intervention qui va relativement rapidement. Donc voilà, donc c'est des thérapeutiques qui sont en constante évolution, qui nécessitent donc d'avoir des essais cliniques académiques pour choisir. Par exemple, le meilleur anticoagulant, c'était un essai donc, du groupe Action. Le meilleur anticoagulant, est-ce que c'est l'héparine non fractionnée ou l'enoxaparine? C'était un essai qui s'appelait ATOL, qui a été publié. Ou alors le meilleur timing de traitement, est-ce qu'il faut donner le traitement dans une catégorie d'infarctus avant de faire la coronarographie ou après avoir vu l'anatomie coronaire? Donc c'était une autre étude publiée qui s'appelle le COAST. Il y a des essais cliniques qui sont pré-hospitaliers, on participe avec le SAMU, donc on randomise les patients dans le SAMU. Il y avait un essai donc, atlantique mené par Action, un autre qui était mené par une autre équipe, et on randomise les patients après une prise en charge, vous voyez, très rapide, 73 minutes après le début des symptômes, ça va très vite, on randomise les patients dans le camion du SAMU, et on peut voir quelles sont les meilleures stratégies de médicaments. Et tout ça, ça permet d'améliorer donc l'efficacité en termes d'événements cliniques. Et là, c'était une molécule qui s'appelle le ticagrelor par rapport à une autre qui permet de diminuer le taux d'un événement qui s'appelle la thrombose de stent, qui sont des complications de l'infarctus. Donc ça, c'est ce que permettent donc les essais académiques ou industriels. Et un autre essai dont Olivier Montesco a parlé, que l'essai Alpheus qui est mené par le fonds de dotation et qui, lui, permet d'améliorer la sécurité de l'angioplastie pour diminuer les infarctus liés à la procédure elle-même, puisque quand on fait une angioplastie, on peut aussi provoquer des infarctus. Voilà, je vous remercie. C'est-à-dire que souvent les patients ne connaissent pas le signal symptôme qui devrait les faire appeler au bon endroit, c'est-à-dire au 15. Quand ils connaissent le signal symptôme, ils ont tendance à vouloir négliger. Et quand ils ont reconnu le signal qu'ils ne négligent pas, ils ne vont pas forcément au bon endroit. Et les délais s'accumulent et on perd du muscle avec chaque délai. C'est vrai pour l'infarctus, c'est vrai pour l'accident vasculaire cérébral. J'ai vu Yves Agide entrer dans l'amphithéâtre. C'est même sans doute plus important encore pour l'accident vasculaire cérébral. Il faut que les patients connaissent les signaux d'alerte. Et donc, quand on va justement dans cette collaboration avec les entreprises faire de la prévention et de l'éducation, eh bien, on parle de ça. On leur apprend les signaux d'alerte qui doivent les faire fonctionner correctement pour être secourus le mieux possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, homme ou femme, qui se porte le mieux finalement? Pour l'instant, alors les séries d'infarctus en général, c'est 70% d'hommes. Les femmes remontent en flèche, surtout les femmes avec des âges un peu plus faibles, autour de 50 ans, à cause du tabagisme féminin, qui était moins fréquent avant et qui est devenu de plus en plus fréquent chez la femme. Après, les femmes, c'est tout un débat, mais elles sont aussi un peu moins bien traitées. Il y a moins de médicaments, les temps sont plus longs, les poids sont pas les mêmes. Il y a aussi des risques de surdosage. Donc en fait, la femme n'était pas considérée initialement comme une cible prioritaire des traitements pour l'infarctus parce que c'était classiquement l'homme. Et maintenant qu'il y a un rattrapage, il faut clairement s'en occuper de façon assez spécifique. Et il y a des infarctus du sujet jeune, pour ne pas dire très jeune. Ça existe, des infarctus à 30 ans, on voit ça très régulièrement. À chaque fois, 9 fois sur 10, vous avez le tabac. S'il n'y a pas le tabac, c'est sans doute pas un infarctus.
C'est ce qu'il faut dire aux étudiants en médecine. Quelqu'un qui se présente avec un diagnostic d'infarctus qui a 30 ans, s'il n'est pas fumeur, reconsidérez le diagnostic. Tellement la prévalence est importante.